Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette traditionnelle vidéo de bilan de mi-année. Et je dois dire que pour le moment, 2026, c'est une année de lecture assez positive. Certes, elle n'est pas spécialement transcendante, j'ai eu assez peu de coups de cœur et de lectures marquantes, mais dans l'ensemble, j'ai toujours passé un très bon moment de lecture. Comme d'habitude, je vais commencer la vidéo par quelques statistiques et puis on va se concentrer sur les traditionnelles questions du tag Mid-Year Freakout Book Tag. Donc on va commencer tout de suite. Depuis le début de l'année, j'ai lu pas moins de 40 livres pour un total de 10 022 pages. Je lis donc en moyenne 2 livres par semaine si mes calculs sont corrects et en moyenne je lis 62 pages par jour. Ce sont des chiffres approximatifs et je pense que les données seront réellement correctes à la fin de l'année. Donc je prends un petit peu des pincettes avec les chiffres que j'avance, d'autant plus que je ne suis pas la meilleure mathématicienne qui soit. Je vous montre rapidement la répartition des lectures que j'ai faites par mois. Hormis le mois de janvier qui est le mois où j'ai le moins lu, je suis pour l'instant restée plutôt stable et je trouve ça assez chouette. Ensuite, dans ces 40 livres, il y a encore une fois majoritairement des mangas. J'en ai déjà lu 23. Viennent ensuite les romans qui sont au nombre de 13 et ex aequo les comics et les BD qui sont au nombre de 2. Et la forte présence des mangas explique pourquoi j'ai majoritairement lu des livres qui font entre 200 et 400 pages, puisque j'en ai lu 21. Arrivent ensuite les livres qui font moins de 200 pages avec 14 titres. J'ai lu 4 livres qui comptent entre 400 et 600 pages. Et enfin, un seul livre qui faisait plus de 600 pages. Et je pense que pour la suite de l'année, j'aimerais lire davantage de romans plus longs. Avant de s'intéresser au genre que j'ai lu, je vais vite vous montrer le graphique des formats de lecture où on voit que je lis presque exclusivement en format papier puisque ce format concerne 37 de mes lectures. J'ai lu 2 e-books et j'ai écouté un seul audiobook pour le moment. Et sans surprise, on voit que je lis énormément de livres qui proviennent de la bibliothèque, 34 pour être précise. J'ai essayé de privilégier les livres qui faisaient partie de ma pile à lire lorsque l'occasion se présentait et j'ai plutôt bien réussi puisque j'en ai lu 5 et le dernier je l'ai mis dans la catégorie autre parce qu'il provient du catalogue de livres audio de Spotify. Concernant les genres littéraires, personne ne sera surpris si je dis que les seinen sont largement en tête. J'en ai lu 17 et ça s'explique par le fait que j'ai terminé 2 sagas de ce genre, Les Liens du Sang que j'ai achevé en mars et Oshinoko que j'ai terminé quelques jours avant l'écriture de cette vidéo. Ensuite, nous avons une égalité entre les contemporains et les shonen avec 5 livres lus. Et en troisième position, on retrouve la fantasy avec 4 livres découverts depuis le début de l'année. En dehors de ce trio de tête, j'ai lu 2 livres fantastiques, 2 thrillers, un science-fiction, un policier, un shoujo, une romance et un livre d'aventure. Je pense que pour la deuxième partie de l'année, j'aimerais lire un peu plus de science-fiction. C'est un genre que j'affectionne, mais je remarque que j'en lis de moins en moins. J'aimerais aussi mettre un petit peu de côté les seinen, même si c'est un de mes genres de prédilection, pour me concentrer un petit peu plus sur les romans de manière générale, mais aussi sur les shoujo que j'ai un petit peu boudé. En ce qui concerne les notes que j'ai attribuées, on voit clairement que les notes les plus données sont le 15 ou le 16, puisque ça concerne pas moins de 19 livres. Ensuite, on a les notes 17 ou 18 qui ont été données pour 10 livres. J'ai mis 19 sur 20 à 4 titres et ex aequo, on a 2 livres avec la mention coup de cœur, 2 avec une note qui oscille entre le 13 et le 14 et 2 livres avec une note de 11 ou de 12 sur 20. Donc ça illustre ce que je disais en introduction. Je passe généralement de bons moments de lecture, mais je n'enchaîne absolument pas les coups de cœur ou les lectures mémorables. Et évidemment, j'espère trouver davantage de lectures marquantes et percutantes dans la seconde partie de l'année.
Je passe désormais au Media Freakout Book Tag et je vais débuter avec la première question qui concerne ma meilleure lecture depuis le début de l'année. Et si vous avez suivi mes vidéos, vous ne serez absolument pas étonné de voir le premier tome de La Voix éternelle, La disciple du corbeau d'Antonia Olson, qui est publié aux éditions Brajlon. Dans ce roman, nous suivons l'histoire de Nema, une érudite qui va se retrouver mêlée malgré elle dans une enquête pour trouver le meurtrier d'un ou une prétendante au trône, puisque l'empereur arrive au bout de son règne et qu'une compétition va donc bientôt démarrer pour déterminer qui sera le prochain dirigeant ou la prochaine dirigeante de l'empire d'Orone. Mais en enquêtant, Nema va déterrer des secrets qui pourraient bien faire basculer cet empire dans le chaos. Ça faisait des années que je n'avais plus eu un coup de cœur pour un roman de fantasy et je pensais avoir un petit peu fait le tour et que plus aucun titre ne me surprendrait. C'est aussi pour cette raison que j'ai lu beaucoup moins de fantasy ces dernières années. Eh bien, La Voix éternelle m'a prouvé que j'avais tort, qu'il y avait encore des livres de fantasy originaux, remplis de surprises et qui m'embarqueront du début jusqu'à la fin. J'ai passé 3 semaines immergée dans cet univers et je n'avais qu'une seule envie, me trouver un moment pour avancer dans cette histoire. Et quand je ne pouvais pas lire, eh bien, je ne faisais que penser à ce bouquin. D'ailleurs, même si c'était une brique, que c'était inconfortable à lire au possible, je prenais toujours le livre avec moi quand j'étais au bureau et durant ma pause de midi, j'allais donc le lire et j'étais toujours frustrée quand mon alarme sonnait pour indiquer la fin de ma pause. Je voulais continuer encore et encore et encore. C'est un roman d'une qualité exceptionnelle. L'univers est incroyablement riche. L'intrigue, c'est une pure dinguerie, j'ai pas d'autre mot, et les personnages sont terriblement bien travaillés, loin d'être clichés ou manichéens. J'ai qu'une seule envie, que la suite sorte, et j'ai tellement hâte de retrouver cet univers et ces personnages, et j'espère que le second tome sera à la hauteur du premier. Ensuite, je dois vous parler de la meilleure suite de saga que j'ai lue. Comme j'ai lu beaucoup de mangas, vous vous doutez que j'ai lu beaucoup de suites de sagas, mais ce n'est pas dans ce médium que j'ai trouvé la meilleure suite, mais bien dans les comics avec la suite de The Nice House on the Lake, qui est intitulée The Nice House by the Sea. C'est toujours scénarisé par James Tynion Ford, dessiné par Alvaro Martinez Bueno, et tout ça, c'est à retrouver aux éditions Urban Comics. J'ignore si je vous ai déjà parlé de The Nice House on the Lake dans une vidéo longue. Je l'avais déjà fait sur un short que je vous laisse dans le petit i. Mais pour faire court, dans ce comics, on va suivre différents personnages qui ont été invités à passer une semaine de vacances dans une maison de rêve au milieu du Wisconsin, si je ne me trompe pas d'état. Le problème, c'est que ces vacances vont rapidement tourner au cauchemar puisqu'à l'extérieur, c'est la fin du monde et eux sont bloqués pour l'éternité dans cette maison. J'avais adoré les 2 premiers tomes de The Nice House on the Lake. J'étais plongée dans cette histoire et j'avais élaboré 1000 théories plus folles les unes que les autres, mais j'étais vraiment pas prête pour ce 3e tome qui marque le début d'un nouveau cycle. J'avais un petit peu peur de retrouver le même schéma que dans le premier tome de The Nice House on the Lake, mais c'est absolument pas le cas. Ce 3e tome n'a rien d'introductif, au contraire, et on apprend énormément de choses, on redécouvre certains personnages et on comprend mieux certaines choses. C'est très clairement la meilleure suite de saga que j'ai lue depuis le début de l'année. Pour la 3e question, je dois vous parler d'une sortie récente qui me fait envie. D'habitude, j'ai toujours un petit peu de mal à vous répondre, mais depuis quelques temps, je fais un petit peu plus attention aux sorties littéraires. Et là, il y a plusieurs livres qui me font de l'œil, à commencer par Et rêve de Stéphane Servan. Ça faisait des années que j'attendais un nouveau roman de mon auteur préféré, et donc ici, c'est un roman qui mêle absolument tout ce que j'aime, l'univers du cirque, les freak shows, etc. Et si j'ai bien compris, c'est un roman qui se déroule dans le même univers que l'album Monstre que j'avais adoré. On a également le roman Diable Blanc de James Robert Baker, paru chez Monsieur Toussaint l'Ouverture, dont le résumé me plaît et m'intrigue beaucoup.
J'ai également noté le dernier roman de Ali Hazelwood qui s'appelle Deep End, mais aussi le dernier volet de la saga Légende élatée qui s'intitule Canaille et couteau. Je ne les cite pas tous, mais vous avez les livres principaux et prioritaires. La quatrième question est consacrée à ma plus grosse déception littéraire. J'ai pas dû hésiter très longtemps parce que j'ai tout simplement détesté Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy, publié aux éditions Gaïa. J'en ai parlé très longtemps dans ma dernière vidéo update lecture, donc je vous renvoie vers le lien qui s'affiche dans le petit i si vous voulez avoir mon avis dans les moindres détails, mais pour cette vidéo, je vais rapidement lister tout ce qui n'allait pas. Déjà, l'histoire de réintroduction des loups dans les forêts des Highlands, ce n'était qu'un prétexte pour parler de reconstruction après un drame familial, ce qui n'était pas du tout mentionné dans la quatrième de couverture. J'avais choisi ce roman parce que je voulais lire du nature writing, en apprendre un petit peu plus sur les loups, etc. Et au final, je ne sais pas grand-chose de plus, si ce n'est l'utilité accrue des prédateurs dans la chaîne alimentaire. Ici, on donne l'exemple des loups avec des cervidés, mais il existe d'autres exemples historiques, notamment la réintroduction des chats dans des zones envahies par les souris et les rats. S'il y avait eu un équilibre entre l'aspect nature writing et la reconstruction des personnages et que l'ensemble était bien traité et bien écrit, je n'aurais pas râlé sur ce livre. Le problème, c'est que c'est cliché, invraisemblable et que ça dégouline de mélodrame. Au plus on avance, au plus on s'y enfonce et c'est inévitablement très 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 lourd. Les personnages sont insipides, creux, peu attachants et le style d'écriture n'est pas non plus mémorable, c'est pas spécialement mal écrit, mais il n'y a rien de transcendant non plus. Je vous conseille de passer votre chemin. Certes, la couverture est très jolie, mais l'intérieur n'en vaut pas la peine selon moi. On retourne dans le positif puisque je dois vous parler de ma plus grosse surprise et j'ai l'honneur de décerner ce titre à une romance, la seule que j'ai lue depuis le début de l'année, à savoir Shaken Mate, écrit par Ali Hazelwood et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Shaken Mate, c'est une romance qui se déroule dans le milieu des échecs. On va suivre l'histoire de Mallory, une jeune prodige des échecs qui refuse de jouer à nouveau à ce jeu depuis que les échecs ont brisé sa famille. Cependant, sa meilleure amie va la convaincre de réaliser un dernier tour de piste pour un tournoi caritatif, lors duquel elle va devoir affronter le numéro 1 mondial, Nolan Sawyer. Et ce que Mallory n'avait absolument pas prévu, c'est qu'elle allait gagner ce match. En commençant Check-in Mate, je m'attendais à une petite romance légère, sympathique mais pas inoubliable. Je m'attendais absolument pas à être transportée par cette histoire, à développer une rapide obsession pour les échecs et à dévorer ce roman en l'espace de 3 jours et à lui attribuer une note de 18 sur 20, ce qui correspondait à la meilleure note que j'avais donnée à un roman au moment où je l'avais terminé. J'ai passé un excellent moment en compagnie de Mallory et de Nolan, à voir leur relation évoluer, à voir l'admiration mutuelle qu'ils se portent et comment cette relation va les pousser tous les deux vers le haut. Comme je l'ai dit, j'ai dévoré le livre en l'espace de 3 jours. Alors certes, j'étais en vacances, mais même en vacances, c'est assez rare que j'avale une centaine de pages par jour. J'étais plongée dans un état de frénésie qui m'arrive assez rarement. Et lorsque je commençais à voir la fin venir, j'étais déçue de ne pas pouvoir poursuivre ma lecture encore et encore. Ça m'a clairement donné envie de découvrir d'autres romans d'Ali Hazelwood, d'où la présence de Deep End dans cette vidéo. Mais j'ai pris le temps de lire les différents résumés de ces différents livres et je peux vous assurer que ce n'est pas le seul roman qui me tente. Pour vous dire à quel point Ali Hazelwood m'a ensorcelée, je suis prête à lire sa romantasy avec des vampires et des loups-garous alors que ça ne correspond pas du tout à mes goûts. Pour les vampires, je pense que seule Buffy contre les vampires trouve grâce à mes yeux. Et niveau loup-garou, je ne trouve aucune histoire qui m'a plu ou même divertie. Pour la 6e question, je dois vous parler de mon nouveau personnage préféré et j'ai envie de varier un petit peu les plaisirs, donc je vais vous parler de Terluperna, la protagoniste du roman L'île au jardin enchanté, écrit par Sarah Besders et qui est publié aux éditions Brajlon.
Terlu, c'était un personnage très agréable à découvrir et à suivre. J'ai adoré le fait que ce ne soit pas un personnage rancunier, cynique à l'extrême. Au contraire, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'être ouverte, douce et à l'écoute. Et pour les personnes qui ignorent de quoi parle L'île au jardin enchanté, c'est un roman de cozy fantasy qui se déroule dans le même univers que La petite boutique au sortilège. Ici, nous suivons le personnage de Terlu, une jeune femme qui a été sévèrement punie pour avoir utilisé la magie illégalement et dont le sort avait été évoqué par les personnages de La petite boutique au sortilège. Et alors qu'elle aurait dû rester ad vitam aeternam une statue, Terlu va se réveiller sur une île remplie de cerfs magiques. Cependant, les jardins meurent petit à petit et la seule solution pour les sauver et préserver toutes les espèces de plantes, eh bien, c'est d'utiliser la magie. J'avais adoré ce livre, peut-être même davantage que La petite boutique au sortilège, car contrairement à ce dernier, il n'y avait pas de longueur et la fin ne semblait pas s'enliser dans différents événements plus ou moins utiles à l'intrigue. Mais si vous aimez la cozy fantasy, eh bien je ne peux que vous le recommander et je pense que le personnage de Terlu va beaucoup vous toucher. Ensuite, je dois vous parler d'un livre qui m'a fait pleurer et malheureusement cette année aucun livre ne correspond à cette question. Je dirais que le livre qui m'a énormément touchée, qui m'a fait ressentir de la peine et de la compassion, c'est Désenchanté de Marie Vareille, publié chez Charleston et qui est aussi mon deuxième coup de cœur de l'année. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Sarah Leroy, une jeune fille dont la disparition a fait la une des journaux durant des semaines, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de zones d'ombre autour de cette affaire, beaucoup de non-dits, et on va découvrir la vérité autour de l'affaire Sarah Leroy, mais aussi autour du groupe des Désenchantés qui a eu un rôle crucial dans cette histoire. Je vous en parlerai dans un prochain update lecture, mais je peux déjà vous dire que l'histoire de Sarah m'a émue, m'a touchée et que j'ai encore une fois adoré me plonger dans ce récit qui sent bon la fin des années 90 et le début des années 2000 avec ces journées qui semblaient s'étirer à l'infini. Le twist final m'a vraiment surprise. J'avais encore une fois élaboré 1000 théories pensant que j'avais compris où l'autrice m'emmenait, mais je me suis mise le doigt dans l'œil et à nouveau, j'étais menée en bateau. Je dois maintenant vous présenter un livre qui m'a rendue heureuse et pour cette question, je vais partir sur un webtoon ultra mignon, à savoir Morgana et Oz, qui est écrit et dessiné par Miuli. Et ici, je vais plus spécifiquement vous parler du 3e tome. Ce 3e tome est comme ses prédécesseurs, mignon, doudou à souhait, et j'aime le fait que même si on a un aspect un petit peu plus sombre, ça ne prend pas le pas sur la relation hyper pipou qui se développe entre Morgana et Oz. C'est un univers qui me plaît beaucoup, dans lequel je plonge sans aucun problème. D'ailleurs, le tome 4 est sorti récemment et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Pour l'avant-dernière question, on va parler achat et je dois plus particulièrement vous montrer le plus beau livre que j'ai acheté durant cette première partie de l'année. Eh bien, je vais tricher un petit peu parce que je ne vais pas vous présenter un livre, mais deux. Le premier livre, c'est le tome 6 de la saga Anne, donc Anne de Ingleside, qui s'est toujours écrit par Lucie Maud de Montgomery et publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Je pense que l'image parle d'elle-même. Chaque couverture est plus sublime que la précédente et je suis toujours estomaquée devant tant de beauté, d'autant plus que je trouve qu'elle représente à merveille l'ambiance qui se déroule dans chaque tome. Ici, vu les couleurs violettes, je pense qu'on aura droit à un tome un petit peu plus doux, un petit peu plus mélancolique. J'espère que je vais apprécier ce 6e tome parce que je suis malheureusement passée à côté du 5e tome. J'avais l'impression que Anne était un personnage secondaire ou simplement un prétexte pour présenter de nouveaux personnages qui m'avaient paru un petit peu plus antipathiques. Et le deuxième livre que j'ai acheté, c'est toujours chez Monsieur Toussaint Louverture, c'est Frankenstein de Mary Shelley. Encore une fois, admirez la beauté de cette couverture, tous ces détails, ces dorures. Frankenstein, c'est un classique qui m'intimide un petit peu. J'ai peur de trouver un texte froid, impersonnel et un poil démodé, mais quand j'ai vu cette édition de Monsieur Toussaint Louverture, j'ai eu l'impression que toutes mes craintes ont été balayées et j'ai vraiment eu envie d'ouvrir le livre, de découvrir ce classique de l'horreur.
Et je pense que ça, c'est une des plus grandes forces de Monsieur Toussaint Louverture. Et je sais que l'intérieur sera très qualitatif. Et je termine ce tag avec la question: quels sont les livres que j'aimerais lire avant la fin de l'année? Je vous avais déjà partagé ma mini pile à lire estivale dans la vidéo qui s'affiche dans le petit i, mais ici on va essayer de voir encore plus loin et de déterminer les livres que je lirai cet automne ou encore cet hiver. Il y a évidemment le tome 4 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud publié chez l'École des loisirs. Je m'étais dit que j'allais lire ce livre durant le printemps, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Et finalement, je me dis que ce serait encore mieux de placer ce livre durant le Pumpkin Autumn Challenge, et ainsi la boucle serait bouclée puisque j'ai lu les 3 tomes précédents durant cette période. J'aimerais aussi lire un roman de Christelle Dabos. Je crois que je vais d'abord lire Ici et seulement Ici, qui a l'air d'être un ovni. J'ai toujours entendu des avis très polarisés sur ce livre et forcément ça m'intriguait. Il y a aussi Le temps d'après que j'aimerais découvrir. Si l'occasion se présente, je serais absolument ravie de découvrir le dernier livre de Stéphane Servant et Rêve que j'ai cité un petit peu plus tôt dans cette vidéo. C'est mon auteur préféré, donc je ne peux pas et je ne veux pas patienter trop longtemps avant de découvrir son nouvel ouvrage. Et enfin, j'aimerais lire la première partie du tome 4 de Nevermore de Jessica Thompson, que j'ai attendu pendant pas moins de 4 ans. C'est vrai que le fait que le tome soit découpé en deux, c'est un peu frustrant, mais avec cette saga, je prends les miettes que l'on me donne, surtout si ça me permet de replonger dans l'univers fabuleux qu'est Nevermore. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à répondre aux questions du tag dans l'espace des commentaires, je serai ravie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et qui vous permet également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.